Un mensonge est comme une graine. Une fois planté, il prospérera ou échouera. Le mensonge peut être pratique, prospère, voire nécessaire. Mais combien pensent aux graines qu'il plante? En plantant un if, quelqu'un considérerait-il qu'il mourrait avant de le voir arriver à maturité? Comment après 1000 ans, les racines et les branches emmêlées de ce même arbre se sont peut-être propagées pour changer à jamais l'écosystème qui l'entoure? Les mensonges sont comme des graines. Une fois plantés, ils peuvent survivre et dépasser un menteur. Ce qui peut sembler sans importance dans le présent peut avoir de grandes conséquences au fil du temps. Un mensonge peut changer l'histoire pour toujours. Mais ce sont les mensonges qui résistent à l'exposition qui sont les plus gênants. Lorsque vous savez que quelqu'un ment mais que vous ne pouvez pas le prouver de manière irréfutable. Vous le ressentez dans votre cœur, mais c'est votre instinct contre leurs paroles. Qu'est-ce que ce genre de mensonge ferait au cours de l'histoire et du temps? Mémoires humaines, idéaux, culture, histoire. Nous avons toujours gardé des traces de nos vies. À travers des mots, des images, des symboles, des tablettes ou livres. Mais toutes les informations n'ont pas été héritées par les générations suivantes. Un petit pourcentage de l'ensemble a été sélectionné et traité, puis transmis. Un peu comme les gènes, vraiment. C'est ça l'histoire, Jack. Au Moyen Âge, la lecture et l'écriture étaient des compétences que très peu possédaient. Il n'y avait pas de bibliothèque publique remplie de livres et accessible à la majorité comme il y en a aujourd'hui. La plupart des livres historiques étaient conservés dans des monastères. Les monastères européens étaient de vastes complexes gérés par des moines chrétiens dont la vie était divisée par le culte et le dur labeur dans la gestion de l'autosuffisance du site. Mais la lecture était aussi une priorité pour les moines, à tel point qu'elle était intégrée dans les règles monastiques, assurant un devoir de veiller à ce qu'aucun frère ne perde son temps ou ne se livre à des bavardages au détriment de sa lecture. Et comme l'affirme le savant Stephen Greenblatt, cette lecture obligatoire a suffi à déclencher une extraordinaire chaîne de conséquences. Car un problème se posa bientôt, la lecture des livres obligatoires. Les livres qui étaient ouverts encore et encore finissaient par s'effondrer, quelle que soit la précaution avec laquelle ils étaient manipulés. En l'absence d'un marché commercial du livre, les règles monastiques ont commencé à exiger que les moines apprennent non seulement à fabriquer du parchemin, mais aussi à transcrire et à copier des textes à la main. Comme le dit une règle monastique bénédictine, celui qui ne retourne pas la terre avec la charrue doit écrire le parchemin avec ses doigts. C'est le début des scriptoria ou scriptorium. De plus en plus, les monastères visaient à détenir une vaste collection de livres dans leur bibliothèque. Façonnés avec des fenêtres en verre transparent pour une lumière optimale, les scriptoriums étaient des ateliers où les moines restaient assis pendant des heures à copier du texte. La production de parchemin était laborieuse, puisque le papier ne s'est généralisé qu'au XIVe siècle. Pendant plus de 1000 ans, le principal matériau d'écriture utilisé pour les livres était fabriqué à partir de peaux d'animaux. Un bon parchemin était bien trop précieux et rare pour être jeté. Et cette valeur accordée au parchemin aide à rendre compte du fait que les monastères collectaient d'anciens manuscrits païens et ne les jetaient pas à la poubelle. Les Italiens étaient obsédés par la chasse aux livres depuis près d'un siècle, depuis que le poète et érudit Pétrarque s'est fait gloire vers 13h30 en reconstituant l'histoire de Rome et en trouvant des maîtres oubliés de Cicéron, Properce et d'autres. La réalisation de Pétrarque avait inspiré d'autres personnes à rechercher des classiques perdus qui n'avaient pas été lus, souvent pendant des siècles. Les textes récupérés ont été copiés, édités, commentés et échangés avec empressement,
formant la base de ce qui est devenu connu sous le nom d'étude des sciences humaines. L'humaniste, comme on appelait ceux qui se consacraient à cette étude, savait en examinant attentivement les textes qui avaient survécu à la Rome classique que de nombreux livres ou parties de livres autrefois célèbres manquaient encore. Les humanistes savaient que certaines de ces œuvres manquantes étaient susceptibles d'avoir été perdues à jamais, mais ils soupçonnaient que d'autres, peut-être beaucoup d'autres, étaient cachées dans des endroits sombres non seulement en Italie mais à travers les Alpes. Les principaux terrains de chasse étaient les bibliothèques des anciens monastères. Pendant des siècles, les monastères avaient été pratiquement les seules institutions qui se souciaient des livres. Les moines passaient des heures et des heures à copier des textes à la main dans le scriptorium, sous la direction du bibliothécaire en chef. Et le scriptorium avait des règles strictes. Il n'y avait pas d'accès aux non-scribes. Le silence a été gardé en tout temps. Les scribes n'avaient pas le choix des livres qu'ils copiaient. Ils ne travaillaient pas la nuit, car la lumière des bougies n'était pas autorisée près des livres. Les copieurs standards utiliseraient des stylos, de l'encre et des canifs. Certains travaillaient avec des outils plus fins, des règles, des minerais, des stylos pointus en métal fin, des cadres de lecture, des poids de page. Certains manuscrits étaient enluminés dans lesquels les moines passaient d'innombrables heures à fabriquer avec des outils spécialisés. Le travail fut dur et long, et sur certains manuscrits on peut encore voir des annotations des moines dans les marges. Dieu merci, il va bientôt faire nuit. Maintenant j'ai tout écrit. Pour l'amour du Christ, donnez-moi à boire. Il était strictement interdit aux moines de modifier ce qu'ils pensaient être des erreurs dans le texte qu'ils copiaient. Ils ne pouvaient corriger que leur propre lapsus en grattant soigneusement l'encre avec un rasoir et en réparant la tâche avec un mélange de lait, de fromage et de citron vert. La version médiévale de notre propre production pour corriger les erreurs. Il n'y avait pas de froissement de la page et de nouveau départ. Les scribes monastiques avaient été obligés de copier tout exactement tel qu'il apparaissait devant leurs yeux, même les choses qui n'avaient aucun sens. Il y avait un certain nombre d'abbés et de bibliothécaires monastiques qui chérissaient non seulement le parchemin mais aussi les ouvrages païens écrits dessus. Ancrés dans la littérature classique, certains croyaient pouvoir piller ces trésors sans contamination. Mais au fil des générations, au fur et à mesure qu'une importante littérature chrétienne s'est créée, il est devenu moins facile d'avancer un tel argument. Entre le VIe siècle et le milieu du VIIIe siècle, les classiques grecs et latins ont pratiquement cessé d'être copiés. Ce qui avait commencé comme une campagne active d'oubli, une attaque pieuse contre les idées païennes, s'était transformé en un véritable oubli. Les classiques avaient été réduits à l'état de choses muettes, feuilles de parchemin cousues ensemble, couvertes de mots non lus. Ce n'est qu'en raison de la grande valeur accordée au parchemin que les écrits des anciens ont été maintenus en vie. Et comme le savait le chasseur de livres humanistes, même un matériel solide n'était pas une garantie de survie. Travaillant avec des couteaux, des pinceaux et des chiffons, les moines lavaient souvent soigneusement les anciens écrits et écrivaient à leur place les textes que leurs supérieurs leur avaient demandé de copier. Si l'encre d'origine s'avérait tenace, il pourrait encore être possible de distinguer les traces des textes qui ont été réécrits. Une copie unique du IVe siècle de Césaros sur la République est restée visible sous une copie du VIIe siècle de Saint Augustin. Le seul exemplaire survivant du livre de Sénèque sur l'amitié a été déchiffré sous un Ancien Testament inscrit à la fin du VIe siècle. Ces étranges manuscrits en couches appelés palimpsestes ont servi de source à plusieurs œuvres majeures du passé antique qui ne seraient pas connues autrement. Et c'est la thésaurisation et la copie de manuscrits anciens où les choses deviennent assez intéressantes. Tout tourne autour d'une équipe d'hommes littéraires, les chasseurs de livres, et d'un homme spécifique nommé Popio Bracciolini. Tous les écrits que l'on considère communément comme anciens sont en fait, à quelques exceptions près, des suppositions et la fabrication d'une équipe d'hommes de lettres sans scrupules. Ils devaient forger presque d'innombrables monuments littéraires. Un grand nombre de volumes ont été préparés, car les méchants faussaires savaient que plus il y en avait, plus il serait difficile de démêler la fraude. Ils ont été forgés au XIVe siècle, mais ils pouvaient à peine être lus jusqu'à ce qu'ils soient imprimés, et cela s'est surtout fait au XVIe siècle. À la fin du XIVe siècle, tout au long du XVe et au début du XVIe, des livres furent constamment récupérés dans des circonstances affligeantes et suspectes. Exactement, l'auteur romain recherché s'est présenté et toujours pour nous.